Au sommaire des actualités TVCO cette semaine, Tourisme Charlevoix propose de faire 2 emplois saisonniers pour un emploi à temps plein. Ça bouge à Saint-Hilarion et on fait le point avec le maire Patrick Lavoie. On vous propose une visite du chantier de Maison-Mère. Le défi Ose entreprendre est de retour pour une 24e année. On parle de prévention du suicide en compagnie de Christine Saint-Pierre et Annick Audet. Et enfin, on parle de sport en compagnie de Maxime Jaudoin. Bonne émission. Tourisme Charlevoix lance un projet pilote afin de permettre un jumelage d'entreprises pour faire en sorte que 2 emplois saisonniers deviennent un emploi à temps plein. Élisabeth Pailleur s'est entretenue là-dessus avec Michel Dion, le directeur général de Tourisme Charlevoix. J'accueille Michel Dion, directeur général de Tourisme Charlevoix. Bonjour. Bonjour. Vous avez lancé un projet pilote pour stabiliser l'emploi saisonnier dans l'industrie touristique. Qu'est-ce qui explique qu'on en soit rendu là? Bien, en fait, au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, on le sait, ça dure depuis des années, ça va continuer de s'accentuer dans les prochaines années également. C'est un phénomène démographique. Donc, il est devenu évident qu'il fallait utiliser de créativité, si on peut dire, pour trouver des solutions. Donc, on sait qu'on a des produits qui sont très saisonniers, à la fois des produits estivaux, des produits hivernaux également. Donc, on s'est posé la question avec des partenaires comme le Conseil québécois des ressources humaines en tourisme, le CQRHT, comment qu'on pouvait essayer de voir si on ne pouvait pas jumeler des types d'entreprises, des employés et annualiser certains postes. Donc, c'est vraiment une initiative. On est un projet pilote, puis on espère que ça va être un succès et que ça va pouvoir durer dans le temps. Et dans Charlevoix, est-ce qu'on a un pourcentage du nombre d'employés qui manque à l'heure actuelle? On n'a pas de pourcentage. On sait qu'il y a voire des centaines de postes qui sont encore vacants dans Charlevoix. Okay. Mais ce qu'on sait également, comme je le disais d'entrée de jeu, c'est que quand vient le temps qu'une saison finit, beaucoup d'employés tombent en chômage saisonnier. Et il n'y a pas nécessairement... Ça se fait de manière informelle, là, des entreprises qui s'échangent des noms, si on peut dire, d'employés qui voudraient peut-être travailler dans une autre entreprise durant la saison morte. Mais ça ne se faisait pas de manière formelle. Donc, nous, ce qui est proposé à travers ce programme-là, ce projet pilote, c'est vraiment un accompagnement professionnel gratuit par un consultant certifié qui va écouter les entreprises, leurs besoins, puis qui va essayer de faire un peu comme une agence de rencontres, en quelque sorte, là, qui va essayer de les mettre ensemble pour pouvoir annualiser le poste. Puis ça va faire que, oui, cet employé-là va vouloir faire cette transformation-là. Mais si jamais cet employé-là quitte, bien après ça, on est capable d'afficher ce poste-là comme un poste à l'année et non comme un poste saisonnier, donc plus intéressant. Absolument. Puis on parle de quel secteur, quel poste? Est-ce que c'est ouvert à vraiment tous les postes en tourisme ou il y a vraiment des secteurs là, particuliers? C'est ouvert à tout. Je dirais que ce qu'on va regarder plus, c'est le profil des entreprises intéressées. Jusqu'à présent, on a une quinzaine d'entreprises intéressées, mais il faut voir avec lesquelles on est capable de faire du jumelage. Donc, ça peut être dans la restauration, ça peut être dans les attraits, ça peut être station de ski avec des entreprises plus de plein air estival. Mais c'est certain qu'au niveau des compétences recherchées, il doit y avoir des similitudes. Exemple, je vais donner un exemple qui pourrait arriver. Par exemple, un employé dans la cuisine d'une station de ski qui peut travailler après ça dans un restaurant qui est ouvert juste durant l'été. Donc, ça pourrait être exemple de maillage qui pourrait être fait. Et dans Charlevoix, bon, on sait, là, on a 2 grands parcs, le parc des Grands Jardins, le parc des Hautes-Gorges. Est-ce que ça pourrait toucher ces gens-là? Est-ce que ces gens-là qui travaillent là, par exemple, les naturalistes, est-ce qu'ils pourraient être appelés à travailler dans une autre ville, dans un autre parc? Bien, ça pourrait être le genre de choses qui peut être regardé, mais c'est certain que nous, on va y aller beaucoup avec les entreprises qui vont manifester de l'intérêt. Oui, à la base. Puis c'est certain qu'il y a toutes sortes de considérants. Bon, il y en a qui ont des conventions collectives.
Les employés de la CEPAC, on le sait, c'est un cas très, très, très particulier. Oui. Donc, nous, on va regarder. C'est sûr que les objectifs du projet pilote sont quand même assez simples. 10 entreprises, donc 5 maillages. Mais si jamais c'est un succès, bien, on va regarder après ça comment on peut exporter à plus grande échelle. Absolument. En terminant, Michel Dion, est-ce qu'on peut s'attendre à des retombées économiques là, si tout ça fonctionne? Bien, c'est certain que les retombées se voient surtout au niveau de l'efficience des entreprises. Là. Donc, on espère diminuer le taux de roulement. On espère aussi rendre les emplois plus attractifs. Peut-être les gens sont plus hésitants à déménager dans Charlevoix quand c'est pour un emploi saisonnier. Mm-hmm. Donc, on peut peut-être améliorer aussi l'attractivité des emplois et de la région. Donc, c'est plus ce genre d'indicateurs-là qu'on cible qui, par l'effet même, a des belles retombées économiques. Absolument. Mais merci beaucoup, Michel Dion. Puis on reste à l'affût de tout ce qui s'en vient dans les prochains mois. Bien, ça me fait plaisir. Merci à vous. Bonne journée. À la prochaine. Développement domiciliaire, investissement dans le secteur du loisir, hausse des taxes. Il se passe beaucoup de choses à Saint-Hilarion et j'ai fait le point en compagnie de son maire, Patrick Lavoie. Patrick Lavoie, maire de Saint-Hilarion, bonjour. Bonjour, M. Ouellette. Monsieur Lavoie, le dernier budget de la municipalité tient compte d'une hausse de taxes qui a été annoncée aux contribuables parce que le budget de la municipalité a augmenté de 5,5 %. Pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce qui justifie ces hausses, à la fois les hausses de budget et à la fois la hausse des taxes là, qui sont annoncées chez vous? Oui. Bien, c'est sûr que si on prend au niveau de la taxe, au niveau du budget en tant que tel, si on prend le poste au niveau de la sécurité publique, c'est certain qu'on a depuis quelques années là, des obligations au niveau du schéma de couverture incendie. Donc, on a des équipements là, à se procurer pour pouvoir subvenir à ce poste-là. Okay. Donc, juste le poste au niveau de la sécurité incendie, c'est un 26 000. Puis, à ça s'ajoute aussi, dans les dernières années, là, un ajustement au niveau de la Sûreté du Québec. Donc, cette année, c'est un 6 000 $. Fait que seulement là, pour ce qui concerne sécurité incendie, Sûreté du Québec, c'est un 33 000 $ de plus dans notre budget. Il y a également eu des gros travaux de fait au niveau des aqueducs et des égouts. Oui, exactement. Dans un autre volet, concernant aqueduc et égouts, on a eu des remplacements d'égouts sur le chemin principal. Puis cette année, en 2022, là, les règlements d'emprunt entrent en vigueur. Donc là, ces règlements d'emprunt-là viennent s'ajouter là, à la charge de la municipalité. Donc le 116 000 $ de plus là, inclut ces règlements d'emprunt-là qui viennent d'entrer à l'effet. Puis on a aussi un autre aspect. Là. L'année dernière, on avait budgété une partie de l'année. On avait fait l'acquisition d'un nouveau camion de déneigement. Il avait été budgété en 2021 pour une partie de l'année parce qu'on savait qu'il ne serait pas accessible avant le mois de juin-juillet, je pense. Oui. Mais là, cette année, la charge est pour l'année complète. Donc, c'est sûr que ça, c'est un autre élément là, qui vient s'ajouter au niveau là, du 116 000 supplémentaire. Et qu'est-ce que ça a comme impact sur le compte de taxes des contribuables du côté résidentiel puis du côté commercial? Oui, bien, c'est sûr que la hausse de taxes, on parle d'un 2 sous. Un 2 sous supplémentaire. Par 100 $ d'évaluation. Par 100 $ d'évaluation, exactement. On passe de 91,5 à 93,5 sous du 100 $ d'évaluation. Puis ça, bien, réellement, dans les coffres de la municipalité, là, ça amène 26 000 $ au niveau du 2 sous supplémentaire. C'est un ajout de 26 000. Fait que le reste du budget, là, c'est d'autres sommes là, qui viennent, dont un 100 000 $ qui est affecté là, comme à chaque année. Vos dépenses augmentent, vos obligations, notamment en matière de sécurité publique, augmentent. Vos taxes subissent, il faut quand même le dire, de légères augmentations. Est-ce que tout ça veut dire que la ville de Saint-Hilarion est en plein développement? Est-ce qu'on comprend que ça correspond à une expansion ou en tout cas un développement particulier dans la ville? Ben, moi, je pense que oui, on est là. Puis on a des beaux projets qui s'en viennent, donc on en parlera tout à l'heure. Mais oui, on s'en va vers de l'expansion. C'est sûr que quand
notre développement résidentiel sera en vente, puis qu'on aura des nouvelles constructions, ça va amener, oui, justement, là, du développement, puis on s'en va vers, c'est vers là qu'on s'en va. Bien, parlons-en justement. Il y a la Maison des aînés qui doit peut-être commencer la construction cette année, puis vous avez développé toute une rue, tout un secteur de ce côté-là. Quel est l'état de situation à ce moment-ci? Est-ce que les terrains vont être à vendre bientôt? Est-ce que les terrains sont vendus? On est rendu où là-dessus? Oui, au niveau dans le fond, là, pour le développement résidentiel, avec la pandémie, là, il y a beaucoup de choses qui ont ralenti, OK. dont les contrats notariés et tout ça. Quand on a fait l'acquisition de ces terrains-là, dans le fond, on avait d'autres terrains qu'on a dû acquérir là, pour pouvoir optimiser notre développement résidentiel. Oui. Donc là, ça s'est terminé, tout ça, ces transactions-là, en janvier 2022. Donc là, on va être prêt dans les prochaines étapes là, à procéder au lotissement. Puis là, présentement, c'est chez l'arpenteur. En ce qui concerne le terrain de la Maison des aînés en tant que tel, lui, il est déjà vendu. La transaction est faite avec Est-ce le qu'on CIUS. sait quand les travaux vont commencer? Pardonnez, est-ce Oui, qu'on bien sait là, quand les travaux vont présentement, commencer pour la Maison des aînés? On ne sait pas quand. Présentement, là, ils sont retournés en appel d'offres. L'appel d'offres a été ouvert il y a peut-être une semaine, puis l'appel d'offres se termine au début février. Donc, d'ici le 25 février, normalement, le 25 février, c'est l'ouverture des soumissions. Donc, on devrait avoir des nouvelles, puis on se croise les doigts là, pour que ça ait lieu en 2022, puis que ça se fasse le plus tôt possible au printemps. Et vous nous confirmez qu'avec le début de la construction de la Maison des aînés, il y aura également les lotissements des nouveaux terrains résidentiels et tout ça va se dérouler en 2022. Bien, nous que la Maison des aînés, que la Maison des aînés se construise au printemps ou que ce soit retardé, nous, au niveau de la municipalité, on va quand même procéder au lotissement de nos terrains et tout ça. Là, ça va se faire pareil au niveau de la municipalité. Pour ce qui est de la Maison des aînés, c'est sûr que nous, on ne contrôle pas non plus parce que c'est le CIUS là, qui fait les appels d'offres et qui font la construction, la réalisation du projet. Mais pour la municipalité, nous autres, c'est sûr qu'on avance là, au niveau de nos terrains résidentiels parce qu'on veut offrir des terrains. Parmi les grands dossiers également que vous voulez mener cette année, là, il y a beaucoup d'argent ou beaucoup de projets qui concernent le secteur des loisirs. Là. On parle de la réflexion du chalet des sports. C'est un projet de presque 1 million de dollars. Vous voulez mettre de l'argent également dans les terrains de jeu, puis on va discuter de l'avenir du centre des loisirs. Qu'est-ce qui fait que la question du loisir est si importante que ça à Saint-Hilarion? Les investissements qui sont là, c'est le parc a été développé depuis plusieurs années un peu à la pièce, si on veut. Là, on voulait avoir une vision d'ensemble. Comment on pouvait optimiser notre parc, comment on pouvait l'améliorer, puis aussi bonifier l'offre. Parce que là, on a différents secteurs, mais quand je parle de bonifier l'offre, c'est vraiment pour la population. On parle de 0 à 100 ans, là, pour que ça corresponde à l'ensemble et qu'il y ait des activités pour tout le monde dans notre parc. Quand vous parlez du parc, là, vous parlez à la fois du chalet des sports et des terrains de jeu? Oui, bien, c'est le parc récréatif juste à côté du chalet des sports. Oui, c'est ça. C'est dans la même vision de ça. Donc là, pour le parc en tant que tel, c'est on a un plan de développement, on a déjà une vision là, des sommes qu'on aura à investir les prochaines années. On parle de différentes infrastructures qu'on ajoute. Là, on parle de terrains de pétanque, on parle aussi de potentiellement des pump tracks là, pour les vélos. On parle aussi de nouveaux différentes sortes d'aménagements là, qui vont convenir à la population. Il y a une grosse question. Oui, il y a une grosse question qui se pose également chez vous. Qu'est-ce qu'on fait avec le centre des loisirs, qui actuellement est les lieux de la vaccination? Mais vous avez des projets, en tout cas une réflexion à faire sur l'avenir de ce centre-là. Oui, pour l'avenir du centre des loisirs, c'est sûr que cette année, en 2022, la municipalité, là, on est rendu à notre planification stratégique. On refait une nouvelle planification stratégique et la question du centre des loisirs fait partie. Va faire partie de la planification stratégique pour justement réfléchir à ce bâtiment-là qui a changé dont la vocation, là, n'est plus. Il y a une réflexion autour de la vocation de ce bâtiment-là. Oui. C'est-à-dire que dans les années 80-90, il y avait beaucoup de soirées, les événements sociaux étaient différents. Ça dansait à Saint-Hilarion, oui. Ça dansait, oui, il y avait beaucoup. C'était un bon lieu de rassemblement. On s'entend qu'en 2022, le portrait a changé. Il n'y a plus beaucoup de mariages, il n'y a plus beaucoup de rassemblements et il y a aussi une offre de salles diversifiée dans Charlevoix. Donc, le questionnement est là et à tout ça s'ajoute aussi le fait que l'OBNL, qui est propriétaire du bâtiment présentement, ne suffit pas à subvenir aux charges là, de ce bâtiment-là.
les charges courantes de l'année et les charges, dans le fond, de besoin pour d'investissement futur, pour faire de la réfection ou améliorer le bâtiment. Donc, à toutes les années, la municipalité doit dans le fond, là, injecter de l'argent à l'OBNL là, pour pouvoir leur permettre là, de boucler leurs finances. En terminant, M. Lavoie, avec les investissements que vous faites dans le secteur des loisirs puis les aménagements et tout ça, est-ce que c'est à partir de ce secteur-là que vous voudriez que votre municipalité soit plus attractive? Est-ce que c'est un des objectifs dans le développement futur? Bien, le loisir et la culture à Saint-Hilarion? C'est sûr que c'est une offre, justement, que je pense qui ressort à Saint-Hilarion. Être capable d'offrir à nos citoyens, puis là, on a un développement qui s'en vient, un futur développement, puis on songe même à peut-être un autre développement quand celui-là sera bien avancé et que la vente sera bien entamée. Donc, avoir, que notre municipalité puisse offrir des services de proximité à ses citoyens. Puis on parle de Saint-Hilarion, mais aussi c'est pour les autres municipalités autour, là, des infrastructures. Nous autres, ce qu'on vise, c'est qu'elles soient utilisées le plus possible, et qu'elles soient accessibles et que les gens puissent en bénéficier. On pense à un partage régional là, pour vos équipements, bien sûr, pour maximiser les investissements. Bien, c'est sûr qu'on ne parle pas au même titre là, que l'Arena, comme les équipements support locaux et tout ça, mais oui, disponible pour la population des alentours, puis sans problème. Ouais. Alors, Patrick Lavoie, merci d'avoir fait le point avec nous. Je vous souhaite une bonne année 2022 et on se reparle. Bien, merci à vous. Au plaisir, merci. L'important chantier de rénovation du bloc 1 de Maisons-Mères, un chantier qui est évalué à 2,2 millions de dollars, est actuellement en cours et on vous propose une visite du chantier. La première phase des travaux majeurs de réaménagement de Maisons-Mères est en cours depuis le début du mois de janvier. Estimé à plus de 2,2 millions de dollars, ces travaux permettront de déménager l'auberge des Balcons afin que le projet Espace Bleu du gouvernement du Québec puisse se réaliser dans l'aile actuellement occupée par l'auberge. Stéphane Gay, contremaître pour Construction M. Lebeau, nous explique la raison de ces travaux. C'est pour mettre le bâtiment conforme au code du bâtiment. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un plafond coupe-feu avec... faut mettre la bâtisse coupe-feu, l'étage. Donc, vous allez intervenir sur les 3 étages? Oui. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, intervenir coupe-feu sur les 3 étages? Concrètement, qu'est-ce que ça signifie comme travaux? Bien, il y a de la démolition, il faut isoler les planchers puis mettre un gyps au plafond, sur les murs aussi. Essentiellement, les interventions réalisées dans le bloc 1 de Maisons-Mères visent à rendre le bâtiment plus résistant au feu. Il faut faire la démolition, il faut poser de la laine, souffler de la laine entre les parois de plancher, poser 2 gyps d'épais, mettre du salant à feu. Puis suite à les murs, c'est la même chose, il faut isoler les murs, puis ça y est insonorisé et coupe-feu. Si tout se déroule comme prévu, l'auberge des Balcons devrait déménager dans ses nouveaux locaux au cours du mois d'avril prochain. Le coût de ce chantier est assumé par le gouvernement du Québec. C'est la 24e édition du concours Ose entreprendre et j'en parle avec Élisabeth Tailleur. Élisabeth, bonjour. Bonjour, Martin. Élisabeth, qu'est-ce que c'est que ce défi Ose entreprendre? Alors, c'est un concours à la grandeur de la province. Et comme les années précédentes, le concours québécois en entrepreneuriat cherche à mobiliser, faire rayonner et inspirer les jeunes et les entrepreneurs de demain. D'ailleurs, on a rencontré Myriam Gauthier de la MRC de Charlevoix sur le sujet. Donc, il y a 3 échelons pour ce grand concours-là. Donc, l'échelon local qui est pour nous ici dans tout Charlevoix, l'échelon régional qui est au niveau de la capitale nationale et enfin le national qui couvre toute la province. Élisabeth, on va choisir ici les gagnants au niveau local, mais également ces gagnants peuvent grimper là, à d'autres niveaux. Oui, tout à fait, dont le régional et le national. Alors, je vous laisse Myriam Gauthier vous expliquer le déroulement. Au niveau local, on tient
des jurys pour les dossiers qu'on va avoir reçus, tant au niveau scolaire qu'entrepreneurial. Ensuite, il y a un gala qui est tenu et tous les lauréats locaux, à ce moment-là, montent à l'échelon suivant, soit le régional. Donc, c'est le même processus qui se déroule ensuite au régional, des jurys, un gala, des bourses et ensuite au national pour les lauréats. Élisabeth, que doivent faire les entrepreneurs qui désirent participer au concours? Eh bien, ils doivent correspondre à un des 4 volets du défi, soit le volet scolaire, le volet création d'entreprise, le volet réussite et le volet faire affaire ensemble. Il y a 4 volets au défi aux entrepreneurs. Tout d'abord, le volet scolaire. Donc, ce volet-là s'adresse aux étudiants qui visent à mettre en lumière leur projet entrepreneurial dans les écoles. Donc, il faut vraiment que ce soit un projet réel qui est développé du mois de juillet 2021 à juin 2022. Donc, il y a quand même un bon laps de temps. C'est durant l'année scolaire, en fait. Donc, ça se passe avec les intervenants scolaires, les enseignants du milieu, donc, et déposent leur concours. Ensuite, on a le volet création d'entreprise. Donc, c'est pour les nouveaux entrepreneurs qui sont en processus. Donc, c'est important pour eux de ne pas avoir fait de revenus de vente avant le 1er avril 2021 et ils doivent avoir prévu leur démarrage avant le 31 décembre 2022. Donc, tous les secteurs d'activité sont admissibles, économie sociale, innovation, bioalimentaire, la gamme est très, très large. Et ensuite, nous avons le volet Réussite Inc. qui s'adresse à des anciens participants du défi. Donc, des entrepreneurs qui ont déjà déposé un dossier en création d'entreprise sont admissibles au prix Réussite Inc. Mais il faut que ça fasse au moins 5 ans qui ont présenté leur dossier. Donc, on s'adresse aux anciens de 98 à 2016. Et il faut que l'entreprise ait gardé la même mission, la même vision, que les entrepreneurs initiaux soient là également. Donc, eux, à ce moment-là, ils déposent leur projet. Et nous, au local, on ne le traite pas. Ça va directement au régional. C'est le seul volet qu'on ne s'occupe pas ici. On s'occupe d'encourager, de faire la promotion, mais on ne va pas faire des jurys pour ce volet-là. Et finalement, un nouveau volet, qui ça fait 2 ans qui est là, c'est le volet faire affaire ensemble. Le gouvernement du Québec a parlé beaucoup de l'achat local, puis tout le monde en parle, évidemment. Donc, ce volet-là vise à faire rayonner justement les entreprises qui ont vraiment à cœur et dans leur mission l'approvisionnement québécois. À noter, Martin, que le concours rassemble annuellement jusqu'à 80 000 participants au Québec. C'est beaucoup. Ce qui n'est pas rien, exactement. Et pour participer, vous pouvez le faire dès maintenant. Vous avez jusqu'au 15 mars, 16 h. Vous vous rendez sur le site osentreprendre.québec. Élisabeth, merci beaucoup. Merci. On parle maintenant de prévention du suicide en compagnie de Christine Saint-Pierre et Annick Audette, parce qu'en ces temps de pandémie, il y a de plus en plus de détresse au Québec. Du 30 janvier au 5 février prochain, c'est la semaine de prévention du suicide. Madame Saint-Pierre, Madame Audet, j'ai une première question à vous poser. Pourquoi c'est important de parler du suicide encore en 2021? Donc, c'est sûr que comme la Semaine nationale de la prévention du suicide porte le thème, encore une fois cette année, parler du suicide sauve des vies. On met vraiment beaucoup l'emphase sur la demande d'aide. C'est vraiment le premier pas à faire. C'est pour cette raison aussi que cette année, on a vraiment mis de l'avant des témoignages de gens qui ont vécu des suicidaires ou des endeuillés par suicide aussi, qui nous parlent de leur expérience, qui est de super harmonie là, avec le thème de cette année. Et quelles sont les ressources des gens en détresse dans la région de Charlevoix? Donc, c'est sûr qu'au niveau de la prévention du suicide, là, il y a le Centre de prévention du suicide de Charlevoix. On est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h à 16h30. On peut nous rejoindre facilement au 418-665-0096. Il y a des intervenantes là, en tout temps sur nos heures d'ouverture. C'est sûr que pour les soirs, nuits, fin de semaine, on a la ligne provinciale en prévention du suicide qui prend le relais, qui nous transmet ensuite les topos là, le lundi matin lorsqu'on est de retour au bureau. Donc, la ligne pour les rejoindre, là, c'est le 1866-APPEL, 1866-277-3553. Et aussi le suicide.ca, là, qui est la nouvelle plateforme mise en place là, par la QPS. Et ça permet aux gens de clavarder ou d'envoyer des textos en tout temps là, à un intervenant. Donc, on réussit vraiment de cette façon à rejoindre un plus grand nombre de personnes, si je comprends bien. Oui, tout à fait. En tout temps, là, que ce soit sur nos heures d'ouverture ici au Centre de prévention du suicide ou que ce soit à la ligne provinciale, les gens ne restent pas sans réponse. Il y a toujours quelqu'un qui va prendre la ligne en cas d'urgence. Absolument. Dites-moi, quand on est témoin de violence ou quand on est témoin d'une personne
qui est en détresse psychologique d'un ami, d'un collègue, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui est possible de faire? En fait, je vais faire du pouce sur ce que Christine a dit. Les services sont là, puis en fait, là, le défi qui reste de taille dans la communauté, en fait, c'est que les gens s'attachent à ces services-là, en fait. Et tu sais, la première chose, c'est de ne pas rester tout seul, que tu sois proche ou que ça soit toi, en fait, qui n'aille pas bien, qui a des idées suicidaires. C'est vraiment super important que tu les utilises, ces numéros-là, parce que même s'il y a plein d'intervenants qui sont là pour répondre, que ce soit à 8 heures le lundi matin ou à 10 heures le jeudi soir, si toi, tu fais pas le geste d'aller chercher de l'aide ou un proche ne fait pas le geste d'aller chercher de l'aide pour toi, tu sais, l'aide, elle viendra pas à toi. Puis, veux pas, avec la clientèle qui ont des idées suicidaires, c'est super important d'être très proactif. C'est important l'entourage de la personne suicidaire parce que c'est beaucoup eux, en fait, qui servent de relais pour attacher les gens qui vont pas bien, qui sont en détresse au service. Souvent, ce qu'on va dire aussi, c'est attendez pas. Hein, ça prend pas. Il n'y a pas des conditions pour venir au centre de prévention du suicide. Là, faut-tu vraiment sois super sûr que la personne elle a des idées suicidaires? Si vous êtes inquiet, si vous êtes préoccupé, appelez. On fera déjà un petit coup avec vous. Puis après ça, on verra si c'est vraiment nous la meilleure ressource ou si on va vous référer ou vous orienter ailleurs. Puis la démarche, on la fait autant avec les proches qu'avec la personne suicidaire. Mais moi, ce que je voudrais que les gens ils retiennent là, de cette semaine de prévention-là, c'est de ne pas attendre, d'appeler le plus rapidement possible parce que c'est plus facile d'arranger une situation quand ça fait moins longtemps qu'on attend puis que ça fait moins longtemps un peu qu'on se met dans la misère. Après ça, bien, la pente, c'est sûr qu'elle est plus difficile à remonter. Exactement. Et on est en temps de pandémie, une deuxième année. On ne sait pas trop exactement si ça va disparaître prochainement, là, si je peux dire. Avez-vous remarqué une hausse de gens qui appelaient? Ça ressemble un peu à quoi les statistiques dans Charlevoix? Je vais commencer, Annick, puis tu bonifieras là, si tu en sens le besoin. Là. Oui, en fait, là, ce qu'on constate, il n'y a pas de hausse de demande. Okay. Si on y voit avec nos statistiques là, avant pandémie, on va être à peu près dans le même nombre là, de clients à la fin de l'année financière. Ce qu'on remarque beaucoup, par contre, c'est que la détresse est plus grande. Okay. Donc, les gens arrivent dans les services, sont plus fatigués, donc ils ont besoin de plus d'aide. Puis comme Annick le mentionnait tantôt, des fois les gens y attendent un peu trop longtemps là, avant de demander de l'aide. Fait que c'est là qu'on voit là, que la détresse est plus grande là, présentement avec la pandémie donc, qui n'aide pas du tout à ça. OK. Et au niveau, mettons, de la charge en intervention, ce que ça fait, ça, c'est que, en fait, c'est qu'on a, on a plus de choses à faire. L'intervention, c'est plus long. On doit mobiliser plus de gens. C'est comme, tu sais, c'est comme entre, mettons, tu sais, c'est rafler le genou puis arriver en hémorragie, mais c'est comme si là, les gens, ils arrivent sur les lignes de crise en hémorragie. Fait que c'est sûr que toute la suite du traitement est plus long, c'est plus de travail pour tout le monde. Puis, veut pas, avec la pandémie, ce qui arrive, c'est que notre entourage, il est fatigué aussi. Eux aussi sont fragilisés des effets de la pandémie, sont moins disponibles. Au-delà là, des mesures sanitaires, puis tout le monde a un peu son lot de ça aussi. Ils sont moins disponibles, fait que les services doivent être encore plus présents auprès des personnes en détresse. Fait que ça prendrait encore plus d'intervenants aussi, pour venir un peu calfeutrer un peu tout ça, puis s'assurer que le filet, il est plus solide. Donc, tout à fait, on est vraiment dans ce portrait-là, puis ça, depuis les 2 ans, on a été quand même ouvert pendant tous ces mois-là, là, du premier printemps à aujourd'hui. En tout cas, le profil se tient, c'est toujours pas mal le même. Là. Les gens arrivent très usés, très fatigués, très au bout du rouleau dans les services. C'est là où ça exige pour tout le monde une intensité de service, puis une urgence d'agir aussi, qui était peut-être moins là avant pandémie. Là. On avait un petit peu plus de temps pour se virer de bord, parce que là, on est plus directif, puis on est beaucoup plus dans des enjeux de sécurité là, dans les premiers moments. Absolument. Et dites-moi, en terminant, ce serait quoi qu'est-ce qui doit être amélioré? Comment améliorer le soutien puis l'écoute de ces gens-là en détresse? Est-ce que vous recevez l'argent nécessaire, les ressources nécessaires? C'est sûr qu'au niveau du financement, il y a déjà, en ce moment, il y a un mouvement là, qui se fait avec le RCPSQ qui demande à ce que les organismes comme le nôtre, en fait, tous les centres de prévention du suicide du Québec, aient une reconnaissance des services, des actions qu'on pose.
Fait que c'est sûr qu'en ayant cette reconnaissance-là, en faisant partie d'une autre catégorie d'organismes, ça augmenterait notre financement. Fait que c'est sûr que pour nous, ça représente beaucoup parce qu'on pourrait vraiment, comme là, on a une 4e intervenante, mais elle n'est pas permanente. Okay. Mais donc, on aimerait ça pouvoir avoir une 4e intervenante, temps plein, permanente et développer encore plus notre volet, en fait, développer notre mission, mais aussi peut-être agrandir, là, agrandir nos services, en fait. Donc, on rappelle aux gens que la semaine de prévention du suicide est du 30 janvier au 5 février prochain. Merci beaucoup, Mme Audet et Mme Saint-Pierre, puis on reste à l'écoute. C'est maintenant le temps de parler de sport local, mais également du sport des grandes ligues, en compagnie de Maxime Jodoin. Maxime, bonjour. Bonjour, Martin. Maxime, mauvaise nouvelle, là, il y a un autre tournoi de hockey qui a été annulé. Oui, alors un tournoi qui tombe sur les couperets des mesures sanitaires. Donc, le tournoi de hockey à Clermont, le tournoi Pee-Wee de la ville de Clermont qui est annulé. Normalement, ça devait se faire du 4 au 6 février prochainement, mais là, bon, ça a été cancellé. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que... Il y a une bonne nouvelle là-dedans, c'est que les joueurs peuvent reprendre l'entraînement individuel un peu à compter du 31 janvier. Donc, au moins, on va pouvoir se... Donc, toutes les ligues de hockey peuvent recommencer tranquillement à se préparer pour avoir une... Oui, bien en fait, il n'y a pas encore une fois de compétition organisée, mais quand même, les activités qu'on appelle dites parascolaires et les entraînements hors glace un peu, je vais appeler, là, ça peut commencer dès le 31 janvier. Alors, au moins, on va pouvoir se déraquer les jambes comme on le sent. Et il faut rappeler que pour le tournoi, évidemment, on avait une date limite qu'il fallait prendre un verdict. Et comme on n'était pas assez sûr, c'était cancellé. Mais par contre, c'est que la reprise va se faire en 2023. On l'espère. Un qui ne reviendra pas, en tout cas en 2023, c'est le corps arrière des Steelers de Pittsburgh. Oui, alors Ben Roethlisberger, donc Big Ben pour les intimes, qui va avoir vraiment marqué les Steelers âgé de 39 ans. Donc, il prend sa retraite après 18 ans dans le monde du football. Et ce gars-là, là, mesdames, messieurs, a été repêché en 2004 par les Steelers et n'a jamais été changé. Un exploit dans le monde du sport aujourd'hui, là, parce qu'on sait que les échanges, c'est à profusion. Donc, pour ce gars-là... Un exploit d'endurer 18 ans de football. Là. Oui, aussi. Donc, d'endurer ça, le corps, tout ce que ça demande. Donc, pour lui, là, il veut rappeler à son actif 2 Super Bowls. Il a fait sa marque. Et présentement, il prend sa retraite en étant membre du top 10 pour le plus de verges par la passe. Donc, ce gars-là, là, malgré son âge, et on sait qu'à la fin, là, on le critiquait un peu sur son physique, là, mais tout un exploit qu'il a fait. Et un candidat qui va entrer très rapidement au temple de la renommée. Oui, donc, ben, c'est sûr, avec tout ce qu'il a fait, là, je peux honnêtement, respect et chapeau à ce gars-là. Par ailleurs, Maxime Jodoin, c'est pas cette année que le Canadien de Montréal va envoyer de son côté des joueurs au temple de la renommée. Absolument pas, Martin, parce que là, avec l'arrivée de Ken Hughes comme DG, le ménage est commencé. Donc, là, les téléphones commencent à se faire aller parce que les transactions s'en viennent dans quelques temps. Et là, bon, il y a toutes sortes de rumeurs qui partent. Là. On va échanger Price contre Ovechkin, on va échanger Byron contre Crosby, des échanges d'un qui se peuvent pratiquement pas. Mais il y a des joueurs potables qui vont, selon moi, se faire échanger. Donc là, on parle principalement de Ben Sherratt et Jeff Petrie qui pourraient être sujettes à partir parce que, de un, c'est des salaires importants qui pourraient libérer de la masse. Et pour les joueurs acheteurs, donc, qui veulent faire les séries, eh bien, ça pourrait être des acquisitions importantes qu'on pourrait faire. Alors, ces deux joueurs-là, mais là également, on parle de Brendan Gallagher, d'Arturi Lekonen, des gars également qui progressent. Alors, c'est sûr que, attendez-vous là, à ce que d'ici aux transactions, attendez-vous que le visage du Canadien, oui, il va changer. Même si c'est pas très attrayant d'aller choisir des joueurs avec le pire club de la Ligue, dans le pire club. Oui, bien écoutez, des équipes acheteurs. Ils ne sont pas très attirants, les Canadiens, cette année. Là. Non, bien c'est sûr que non, mais par contre, pour des équipes acheteurs pour faire les séries, des gars comme Ben Sherratt et Jeff Petrie peuvent aider à la ligne bleue. Donc ça, il faut rentrer ça en ligne de compte. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le CH, depuis le début du mois de janvier, a joué tous ses matchs à l'extérieur, vu la situation. Oui. Là, maintenant, on a 8 matchs de suite à domicile. Et au mois de février, on a 7 matchs à la maison sur 9. Est-ce qu'on sait s'il va y avoir du public au fond? Bien là, présentement, c'est encore à huis clos. On espère pour le mois de février de pouvoir ouvrir à 500 personnes parce que les salles de spectacle, là, ça s'englobe. Mais présentement, par contre, selon ce qu'a dit France-Margaret Bélanger, qui est une haut placée de l'équipe de hockey, on espère vouloir avoir plus parce qu'à 500 personnes, on juge que c'est pas encore assez rentable. Alors, eux, ce qu'on demande, c'est d'ouvrir à pleine capacité. Est-ce qu'on va le faire quand même à 500 si on peut? Peut-être. Je pense qu'on va peut-être aller de l'avant, mais présentement, on met une pression parce qu'on juge que ce n'est pas assez rentable à ce stade-ci. Donc, on peut s'attendre à une ouverture progressive là, pour les 7 matchs là, qui s'en viennent à domicile. Oui, alors on l'espère. Et là, bien, ce qui va être important pour certains joueurs en vitrine, bien là, on va pouvoir, là, évidemment, certains téléphones vont se faire voir pour savoir quel joueur est disponible. Et bien, il y a des joueurs qui performent présentement dans la bonne chaise, mais c'est sûr et certain que ça va être plus sur le côté vitrine pour dire, ce gars-là, on est prêt à le laisser aller. Alors, ça va brasser chez le Canadien. Oui,
Oui, et ça fait du bien. C'est important que ça brasse un moment donné. Maxime Jodoin, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, c'est tout pour cette semaine. On espère que ça vous a plu. Au nom de toute l'équipe de TVCO, je vous souhaite une bonne semaine.